associé Emmanuel Fusilier pour le travail précieux de réalisation de l'ouvrage lui-même. Alors, je vais être bref. La soirée va se dérouler de la façon suivante. J'en assurerai la présidence. Claire Brunet, qui est tout à fait à ma gauche pour ceux qui ne la connaissent pas, qui est psychanalyste, membre de l'association Lacanienne Internationale, responsable des publications, professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, directeur de l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne, ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature, constitutionnaliste reconnu, auteur de nombreux ouvrages, et notamment, j'en cite deux, mais il y en a beaucoup d'autres, La démocratie continue, et tout récemment, Radicalisation de la démocratie, aux éditions du Seuil. Livre que je vous conseille vivement. Merci Claude pour cette invitation à présenter la revue, ce qui est toujours en fait une gageure. Une gageure parce qu'une revue, c'est une, comment on va dire ça, une succession en tout cas d'articles. Succession d'articles souvent divers et dont il serait sans doute absurde de vouloir présenter la synthèse. Donc ce ne sera pas mon ambition. Par ailleurs, je suis d'autant plus contente de cette présentation qu'elle me soit proposée que, comme l'a rappelé Claude, je m'occupe des éditions de la question éditoriale pour l'association lacanienne et j'ai longtemps fait partie du comité de rédaction de cette revue. Enfin, d'ailleurs, j'y suis revenue récemment. Et j'ai été très heureuse parce que je trouve que c'est un bon numéro. Ceux qui me connaissent savent que je ne dis pas toujours que c'est un bon numéro. En particulier, quand je ne pense pas que c'est un bon numéro, je ne dis pas que c'est un bon numéro. Donc là, je trouve que c'est un bon numéro, c'est-à-dire un numéro déjà dont d'emblée le titre m'a semblé à la fois un peu comme un propos de fin de séance, à la fois précis et énigmatique. Autrement dit, la politique, comment entendre la politique, on va dire qu'on pourrait au fond penser que la seule chose à peu près claire dans cet énoncé serait Freud et Lacan, je dis bien à peu près, parce que le après n'est pas non plus extrêmement clair. Je me permettrai donc de traduire ce titre selon deux axes possibles, mais je sais déjà que Pierre-Christophe me corrigera. Deux axes possibles, d'une part, faire de la politique après Freud et Lacan, autrement dit, l'innocence est-elle possible à ceux qui font de la politique? Peuvent-ils faire comme si Freud et Lacan n'avaient pas existé, comme si l'œuvre de Freud et de Lacan ne nous apprenait rien sur ce qu'Hélène appelle la coexistence? Premier point. Et deuxième point, penser la politique après Freud et Lacan. Autrement dit, adresse peut-être aux universitaires, que nous sommes un certain nombre à représenter à cette table, adresse évidemment aussi aux psychanalystes eux-mêmes, adresse à tout un chacun, peut-on penser la politique, là encore, comment l'œuvre de Freud et de Lacan, comment le travail, les acquis, et non seulement le travail de Freud et de Lacan, mais le travail des psychanalystes qui se réclament de Freud et de Lacan, nous permettent de penser la politique peut-être autrement. Je commencerai par ce second point, car il a actuellement il m'importait en tout cas de situer les articles de la revue, le propos de la revue, comme la revue de l'association lacanienne, dans un paysage relativement configuré en France, dont j'oublierai assurément quelques bribes, quelques éléments, mais je pars en fait pratiquement de l'actualité, c'est-à-dire de ma dernière fréquentation de la librairie de mon quartier, où on ne trouve pas seulement les livres d'Hélène Leyen, mais pour cette rentrée, 3 livres d'Alain Badiou. 3 livres d'Alain Badiou, c'est dire que, et on le voit avec un certain nombre d'autres manifestations, la politique se pense en France dans l'héritage du gauchisme. Premier point.
Cet héritage se diffracte dans le paysage intellectuel, en tout cas chez les philosophes, de la manière suivante: la politique se pense dans l'héritage de Michel Foucault, avec des commentaires, j'ai écrit sans fin, je ne sais pas si c'est vraiment légitime, mais enfin bon, j'ai écrit sans fin, des commentaires sans fin autour de ce qu'il a nommé la biopolitique. Héritage sur lequel, pas plus que sur celui du gauchisme, je n'ai de, de jugement de valeur. Je suis juste en train de tenter de cartographier et de voir où nous nous situons pour ce qui nous concerne. La particularité d'Alain Badiou étant qu'en outre, c'est l'un des rares philosophes à évoquer Lacan. Quel est son Lacan? Comment penser cette référence à Lacan? Comment peut-on à la fois se réclamer de Lacan et écrire un certain nombre de textes qu'il écrit? Bon, c'est une autre question. Troisième point, l'héritage absolument évident de l'œuvre de Pierre Bourdieu. J'irai vite, on va dire qu'il y a là quelque chose comme une apologie de la manifestation, pour situer très simplement ce qui se passe aujourd'hui. L'héritage, alors, assez peu audible, me semble-t-il, ces temps-ci, de ce que j'appelle la tradition républicaine. Et puis, au-delà de ça, il y aurait le panorama des sciences politiques, avec leur difficile, ou leur, en tout cas, articulation qui demande à être faite avec ce qui s'appelle désormais les sciences sociales. Alors là, nous sommes évidemment, au fond, un peu décalés. C'est-à-dire, il n'y a pas tant de gens que ça dans le paysage intellectuel français qui tentent de penser la politique après Freud et Lacan. Donc, je dirais que c'est pour ce qui m'a, en tout cas, frappé, ce que j'appellerais un point de singularité de la revue. Elle est, dans le paysage intellectuel, singulière. Et à ce titre, elle réclame, évidemment, toute notre attention. Par ailleurs, il ne faut quand même pas toujours penser qu'on est les seuls. Nous sommes évidemment sans doute moins seuls que nous ne le croyons. Je pense ici à la retraduction récente par Marc Crépon, qui dirige, je crois, le département de philosophie de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. Tout ça pour dire que les étudiants entendent quand même encore parler de Freud, et qui vient donc de retraduire Malaise dans la culture, et dont le travail, insiste sur l'importance à ses yeux de Freud. Pour le préciser quand même immédiatement, c'est un Freud qui est plus derridien que lacanien. C'est pas tout à fait notre Freud. C'est un cousin de notre Freud. Alors, c'est tout de même assez bizarre que nous soyons si singuliers, puisque nous rappelons, en première instance, une chose sue depuis les Grecs, à savoir le lien indéfectible entre politique et langage. C'est évidemment l'un des traits, peut-être peut-on dire, peut-être le refrain des articles de cette revue. Indépendamment du refrain, ou pour aller plus loin que le refrain, je citerai ici, concernant ces liens indéfectibles entre politique et langage, les articles qui m'ont semblé parents, complémentaires, proches, d'Hélène Leuillet et de Stéphane Thibierge, qui font tous deux état de ce qu'on pourrait appeler une crise de la parole. Crise de la parole comme phénomène élémentaire du nihilisme, selon Hélène, et comme dégradation généralisée du message dans l'économie de l'information, selon Stéphane, les deux éléments n'étant évidemment pas à opposer l'un à l'autre. Ici, on pourrait évoquer un texte matriciel de la philosophie du XXe siècle, l'un des textes qui d'ailleurs évoque Freud dès les années 30, celui de Walter Benjamin, concernant ce qu'il appelle la figure du narrateur, et où il insiste sur l'incompatibilité entre l'expérience que nous appellerions, pour ce qui nous concerne, subjectivation, et l'information. Pour le versant faire de la politique, sans décrire le moment actuel, je pense que ce sera à l'horizon de nos discussions tout à l'heure,
J'évoquerai les articles d'Angela Gesuino, d'Omar Guerrero et de Yorgos Dimitriadis, qui m'ont tous trois semblé produire une véritable intelligibilité de scène où la question de la politique se joue pour nous sans que nous en ayons toujours un repérage précis. Là, je dirais que ces articles dessinent le cadre dans lequel se déploie la chose commune et où, je reprends l'intitulé à Angela, le maître réel vient désormais incarner une modalité particulière du pouvoir. C'est dire que dans l'ensemble de ces articles, et sans doute dans l'ensemble de la revue, il m'a semblé que les catégories lacaniennes du réel, du symbolique et de l'imaginaire n'étaient pas du tout des artifices rhétoriques, mais faisaient à tout instant preuve de leur fécondité heuristique. Elles nous apprennent quelque chose, en tout cas pour ce qui me concerne, j'ai appris des choses en lisant ces textes. Deux autres articles m'ont retenu comme ça pour introduire le propos, qui tous deux insistent, pour l'un sur la question de la nomination, je pense à l'article d'Omar, et un autre article m'a également retenu, celui de Nazir Ahmad, dans lequel, au fond, un lecteur, je dirais presque non informé des questions techniques de la psychanalyse, peut, saisir ce que la psychanalyse nous apprend cliniquement concernant l'identification. L'identification comme point, au fond, essentiel, qui va déterminer les modalités de la coexistence. Selon la nature de cette identification, selon le jeu mené sur cette identification, selon la perversion possible du rapport à cette identification, je ne l'entends pas du tout cliniquement ici, eh bien la coexistence sera possible ou pas. Enfin, un article m'a évidemment arrêté, et je terminerai là-dessus, celui de Pierre-Christophe Quatelineau, qui au fond nous invite à faire, je dirais non pas de la politique, mais du politique. Cet article m'a évidemment arrêté parce qu'il a au fond une forme de, de construction dans laquelle on pourrait dire qu'à la description clinique du désastre, que la description clinique du désastre vient brutalement être interrompue par une espèce de regard réflexif consistant en gros à demander si nous autres psychanalystes sommes toujours là pour, tel Cassandre, raconter le pire. Et il fait le pari d'une autre possibilité. Une autre possibilité dans laquelle, au fond, la question de ce qui fait la politique, de ce qui noue cette coexistence, l'enjeu fondamental, m'a-t-il semblé, c'est que la communauté ne soit précisément pas une communauté, c'est-à-dire ne se replie pas ou ne se pense pas comme une totalité close. Alors je terminerai en disant que j'ai, en plus récemment, le hasard a fait, que j'ai entendu parler d'une étude menée par des sociologues, d'une étude en sciences politiques, qui au fond apporte du moulin à notre revue, de l'eau au moulin de notre revue, puisque la dite étude aurait montré très très précisément là récemment que l'adhésion au Front National était directement liée à la présence ou à l'absence du commerce de proximité. Et pourquoi? Eh bien parce que dans le petit commerce, quand on a un petit commerce, on parle. Voilà.